Merci beaucoup, Greg. Bonjour à toutes et à tous. C'est un défi de faire la première conférence du matin. On va d'être léger. Euh, donc, effectivement, on va parler. En fait, ce que je voulais aujourd'hui, c'est la réflexion sur l'intelligence artificielle. C'est un petit peu tout le colloque, c'est-à-dire de regarder quelle relation je peux entretenir avec l'IA, puis comment est-ce que je vais tomber dans un déterminisme technologique, ce qu'on dit dans le sens que on est convaincu que l'IA va faire des exploits, puis elle va vraiment nous changer le monde, y compris nous, ou est-ce qu'on va essayer en fait de plus contrôler notre pratique avec l'IA et donc baliser un petit peu le fonctionnement avec l'IA. C'est un petit peu pour ça que je voulais faire une expérience qui est exploratoire d'analyse et après ça, j'ai fait une tentative de création d'images environnementales. Pourquoi image environnementale? Ben, ça fait déjà près de 5 ans. Euh, à la base, moi j'ai un doctorat en cinéma et un doctorat en études urbaines et culture numérique. Donc, les deux choses importantes pour moi, c'est le média puis son impact. Parce que dans mon premier doctorat, j'ai vraiment réalisé combien un impact peut changer la société, peut transformer en tout cas les comportements humains. Puis le deuxième élément, en allant plus vers la sociologie du numérique puis la sociologie urbaine, ben, j'ai constaté avec mon deuxième doctorat combien le numérique avait un impact environnemental. Donc, c'est en liant ces deux éléments-là que je travaille présentement. À la base, ben, on sait, puis Jonathan était avec nous hier pour pour savoir qu'on est vraiment dans une économie capitaliste de plus en plus algorithmique et donc de plus en plus invisible aussi. C'est pas mal le mythe on essaye de nous dire que le numérique n'est pas matériel et le numérique est global. Donc ça, c'est vraiment les deux mythes que malheureusement l'économie nous a poussés à être convaincus que c'est comme ça. Or, c'est pas ça. C'est énormément de matérialité et ce n'est pas aussi global que ça. Le numérique ne globalise pas. En même temps, dans cette économie capitaliste, on s'est aperçu avec la montée des technologies, ben, on est dans un virage depuis un moment au niveau des images. Les images, elles ont vraiment un rôle important par rapport à la crise environnementale. On dit toujours une image vaut 1000 mots. Donc moi, je me suis intéressée en fait à cette prise de conscience de la crise environnementale par les images. Vous allez voir, là, j'ai fait un papier, un article qui vient d'être accepté, où je montre l'évolution de l'utilisation de l'image dans la crise environnementale et comment on est en train de plus en plus d'aller vers une image de plus en plus immersive et de plus en plus aussi matérialisée par des technologies comme la réalité virtuelle, etc. Et pourquoi ça? Parce qu'on assiste depuis à peu près une dizaine d'années, 15 ans, à une fatigue, ce qu'on appelle une fatigue climatique. C'est-à-dire que ça ne nous touche plus. On voit une catastrophe naturelle, on est attiré par ça juste une fraction de seconde, ça attire notre attention, puis par la suite, on passe à autre chose. Et je continue d'acheter des technologies, etc. Donc, il y a vraiment ce qu'on appelle une fatigue climatique. Il y a même de l'éco-anxiété par rapport aux images climatiques. Donc, c'est ça qui fait que il y a un développement d'images avec réalité virtuelle, etc., y compris aussi les images générées par l'IA. Donc, c'est comme si pour contrer la fatigue climatique, on est en train d'aller de plus en plus vers un processus créatif pour essayer d'avoir encore plus d'attention par rapport à ces enjeux climatiques. Je ne vais pas parler du coût environnemental pour cette présentation-là. J'en ai parlé d'ailleurs pour hier, la présentation que j'avais hier, mais ça a énormément un coût environnemental. Hier, j'ai expliqué en fait comment on évalue un coût environnemental des productions médiatiques. L'article que j'ai fait ici, c'est en fait de montrer comment on a évolué par rapport à ce qu'on appelle la scène écomédia. C'est quoi un écomédia? C'est tout simplement un média
qui parle d'environnement, mais donc il a, en termes de son contenu, ça parle d'environnement, mais en même temps, il essaye d'évaluer, il essaye d'être le moins, d'avoir le moins de coûts environnemental possible. S'il a un gros coût environnemental, ben, ce n'est pas un écomédia. Donc, moi, je travaille depuis quelques années sur est-ce qu'on peut avoir un écomédia qui a un impact cognitif fort, mais un coût environnemental faible. Et j'ai en fait évalué ce qu'on appelle la scène des écomédias, l'évolution. Hmm. Je vais passer rapidement parce que j'ai d'autres choses à vous montrer, mais rapidement, la première image en fait sur l'environnement, c'est pour amener en fait aux images générées, mais la première image, ça a été ben, le lever de la Terre, ben, pardon, le lever de Terre. Ben, c'est en fait quand Apollo est allé sur la Lune, puis il a vu la Terre. Ça a été la première image de sensibilisation par les écologistes. Puis on a avancé de plus en plus. Après ça, on est rentré plus dans un phénomène plus politique, donc les images de plus en plus politisées. Après ça, on est passé à des formes d'images beaucoup plus qu'on appelle les images porte-parole, hein. On connaît cette image-là un peu partout. Donc, c'est vraiment des images porte-parole. À partir des années 2000, ben, il y a eu une excroissance avec les technologies des données. Donc, on est passé à une forme de visualisation de données pour en même temps aussi donner une projection de qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça a comme apaisé genre la crise environnementale parce qu'on avait des projections. On pensait qu'on maîtrisait le processus de la crise environnementale en faisant des projections, mais malheureusement, c'est pas vraiment ça. Puis on assiste ces dernières années, on va dire, sur les études ont montré qu'on on passe de plus en plus à des images de plus en plus interactives. Si tu veux changer le comportement des gens en matière de crise environnementale, ben, il faut que tu crées de l'interaction. Après ça, on est passé beaucoup plus à il faut que tu crées de l'immersion, il faut faire vivre une expérience avec une réalité virtuelle. Si tu peux cliquer sur l'image, la dernière. Puis cette image-là, la dernière, qui a été faite en 2023, quand ChatGPT a été lancé. Ça, c'est un chercheur, en fait, qui a pris le rapport du GIEC de 2023 et qui l'a mis sur ChatGPT, qui lui a demandé de générer des images. Fait que vous voyez le côté surréaliste de ces images-là, c'est inimaginable. C'est-à-dire que on est non seulement en train d'ajouter le coût environnemental, puis voici le résultat des images. Fait que c'est ça qui m'intéresse, moi, de dire, est-ce que ça a un impact? Est-ce que c'est intéressant de faire ça? Moi, je pense pas. Ça n'a aucun impact. Fait qu'on on va passer c'est moi, ça. Oui, je sais plus si c'est moi ou toi. OK. Donc, un écomédia, c'est pas mal. C'est-à-dire que moi, c'est ça ma théorie, c'est-à-dire plus tu regardes l'impact cognitif, puis là, j'ai développé donc des grilles d'analyse de l'impact cognitif. Puis ici, tu analyses l'ACV, ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie d'un média. Puis tu regardes la comparaison des deux. Si là c'est fort, là c'est bas, ben, tu es presque sûr que tu auras un impact fort par rapport à la population. Donc, ma problématique aujourd'hui, ça a été donc, à partir donc de l'expérience de ce chercheur, ben, j'ai dit, OK, lui, il a fait cette image-là. Comment l'analyse d'images écologiques par les modèles d'IA, elle va se comparer à l'analyse des images écologiques par l'humain? En d'autres termes, le résultat qu'on a de ce contenu-là, est-ce qu'il est intéressant? Est-ce qu'il va nous permettre d'avancer dans notre progression de ces enjeux environnementaux? Et mon hypothèse, c'est qu'il y a un dernier article de Cheng en 2022 qui dit que la créativité, ou en tout cas la créativité, l'analyse, l'algorithme est combinatoire. Fait que je voulais tester, c'est qu'est-ce que ça veut dire que l'algorithme est combinatoire? On s'entend, on est tous dans l'exploration en ce moment. Il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'articles, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement ça? Donc, j'ai mis l'hypothèse, parce que je l'ai faite, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. J'ai mis l'hypothèse que les modèles d'IA, effectivement, ils font appel à une forme de combinatoire de créativité exploratoire.
mais ce n'est pas une créativité transformationnelle. Je vais avancer un peu plus rapidement. Je pense qu'on a un peu de temps, là. On a de l'absence. Ok. Arrêtez de me stresser. Là, ce que j'ai fait, c'est à partir de l'article que je vous ai montré, qui est sous-presse, j'ai pris, dans le fond, c'est que j'ai combiné un travail que j'ai fait, en fait, c'est une analyse du photographe sous-marin Nick Brandt, qui, en fait, carrément amène les gens sous l'eau pour faire de la photo sous-marine, mais pas n'importe quelle personne. Par exemple, ici, pour son projet Syncrise, en fait, c'est dans les îles Fidji. Puis vous savez que le dernier rapport de 2024 annonce que les îles Fidji, c'est les premières îles qui vont disparaître à cause de la montée des eaux. Et donc, cette population-là, donc c'est eux, va être vraiment menacée. Ce qu'ils voulaient faire, c'est vraiment les amener sous l'eau, leur faire vivre l'expérience que si, malheureusement, il y a une montée des eaux, ben, qu'est-ce que vous allez vivre à ce moment-là? On va passer la vidéo. Je vais vous montrer un petit peu le, le, le tournage. Ils ont tourné comment ils photographiaient. Fait que, oui, fait que ce que vous voyez en fait, c'est que cette expérience-là que j'ai analysée, donc j'ai analysé toutes les photos de Nick Brown pour essayer de voir en fait est-ce que l'immersion visuelle crée un changement de comportement. Mais vous le voyez déjà dans la vidéo, c'est que il y a un vécu. Les protagonistes, c'est des riverains, je veux dire, c'est des gens des îles Fidji. Il y a différents âges. Bref, il y a toute une histoire, il y a tout un vécu derrière ça. Ma question, c'était, est-ce que l'IA pourra me traduire tout ça? Est-ce que l'IA pourra me traduire tout ce vécu-là déjà? Les photographes, toute la dynamique, parce que là, on a l'impression que la vidéo, c'était très facile, mais les essais-erreurs qu'il a faits, puis le risque en plus qu'il prenait, OK, par rapport aux prises de vue, tous les équipements, j'ai répertorié tous les équipements qu'il y a, comme vous voyez, et le contenu qu'il a généré, mais on voit que l'impact cognitif est fort. Pourquoi? Parce que c'est tout ce vécu-là qui est important. Euh, Merci. Fait que là, pour analyser ça, ben, il me fallait une petite théorie. Donc là, je me suis basée en fait sur la théorie de Jackson et Jackson qui en fait étudie comment on peut créer une empathie. Donc, c'est-à-dire comment tu peux transmettre une émotion, une empathie face à un phénomène. OK? Puis Jackson et Jackson ont quatre éléments. Ils te disent, ben, il faut d'abord de l'immersion représentationnelle, c'est-à-dire comment tu crées une représentation euh, qui démontre en quelque sorte l'état psychologique du phénomène. OK? Puis là, ça, c'est mon analyse, hein, parce que là, on va passer bientôt à l'IA. Ça, c'est mon analyse.
Donc, je voyais que déjà dans le titre, sombrer, remonter, il y a une opposition. On s'entend que dans l'image, plus tu as de l'opposition, puis plus tu as un impact. Ça, c'est la première des choses. Cette opposition-là s'est représentée visuellement, donc les jeunes, les adultes, le cadrage serré, le décor océanique. Bref, je vous montre quelques, mais mon article explique tout ça. J'ai expliqué en fait, ben, c'est comment qu'il a créé cette immersion représentationnelle. La deuxième chose, c'est la participation. Comment il a créé cette participation? C'est sûr qu'une image, ben, c'est un dispositif visuel. Il n'y a pas d'interactivité, à part si tu mets ça sur un site, ben, tu as juste le clic, mais tu n'as pas vraiment une participation. Donc, l'immersion, elle est beaucoup plus visuelle. Elle ne crée pas beaucoup d'interaction. OK? Mais c'est la succession des images, de voir plusieurs portraits, puis une diversité de points de vue qui fait que là, tu es beaucoup plus engagé dans la participation du phénomène. Donc, c'est vrai, un observateur participant, mais quand même, c'est toute l'histoire autour des insulaires plus le rapport GIEC, etc. On s'entend que moi, pour que je puisse avoir cette information-là, il fallait que je lise. J'ai lu le rapport GIEC, j'ai lu les graphiques sur la montée des eaux des océans. Donc, je me suis énormément documentée. OK? Est-ce que l'IA fait ça? Elle se documente quand elle va me donner de l'information? Je ne sais pas. L'immersion affective, c'est pareil. Là, j'ai analysé carrément comment il nous présentait. Puis là, on voyait qu'il avait une petite loupe, une fonction zoom sur le site qui est tellement importante parce que je grossissais puis j'avais l'impression vraiment de voir ces insulaires devant moi. Donc, il y avait un phénomène aussi de participation, comment tu grossis l'image, etc. Donc, je vais aller plus rapidement. Donc, il avait un certain nombre, on le voit même sur les images, les réponses émotionnelles aux expressions des gens, le risque aussi, on le voit dans la vidéo, le risque de créer une émotion. Donc, il y a énormément de facteurs humains pour transmettre quelque part ce qu'il voulait, en fait, comment sensibiliser les gens à ces enjeux-là. En plus de la narration qui est réelle, c'est vraiment un futur pré-apocalyptique de la montée des eaux qui est basé vraiment sur... Donc là, ça, c'était vraiment mon analyse à moi. Après ça, j'ai dit, OK, on va essayer de voir. J'ai dit, OK, à ChatGPT, je lui ai donné les images. Je lui ai donné 10 images de Nick Brandt. Puis je lui ai donné juste les titres de mon cas théorique. Pas plus que ça. Donc, je lui ai dit, regarde, voici ces images-là. Je n'ai même pas donné le nom du photographe. Je lui ai dit, explique-moi c'est quoi l'image représentationnelle, l'image participative, tout, tout, tout. Avant de lui donner ça, je lui ai juste dit, ben, c'est quoi ces images-là? Ben, il a reconnu Nick Brandt. Il m'a donné des références de blog, son site web, etc. Ouais. Puis par la suite, ben, je lui ai donné ces quatre concepts-là. À première vue, quand je regarde, là, un peu comme les étudiants quand ils remettent leur travail, puis je dirais, waouh, quel résultat que j'ai eu, c'est magnifique. Il m'a tout donné, il m'a parlé de contextualisation sous-marine, d'utilisation du mobilier sous-marin, les personnages, ils affichent une posture calme, parfois mélancolique, fait qu'il y a quand même une interprétation, la fragilité et la résilience. Donc là, je vois qu'il a compris qu'il y a une opposition, une tension dans la représentation. Au niveau de la participation, c'est pareil. On voit qu'il comprend qu'il y a un contexte social, comment c'est représenté au niveau de la participation. Il dit qu'il y a une participation visuelle, un peu comme moi aussi. Bref, si je regarde aussi dans l'affect, ben, c'est pas mal aussi, il parle de sensation de calme avant la tempête, métaphore du malaise émotionnel. J'étais pas mal comme, j'ai dit, wow, ben, c'est pas mal là, 5 minutes. OK. J'ai dit, c'est fort quand même là, comme résultat, alors que je lui ai vraiment rien donné à part des images. Donc, le passage de l'image à un langage, on le voit très bien, est quand même bon par rapport aux algorithmes. Sauf que, tout de même, là, c'est un peu mécanique, hein. On le sent, là, il y a un côté assez descriptif. OK?
on ne va pas vers une interprétation. Donc, ça me challenge encore plus, moi, de dire, de critiquer en fait le résultat et de dire, ouais, mais en quoi c'est différent par rapport à ce que je t'aurais donné? Donc, ça me challenge, moi. C'est ça que moi, je trouve intéressant avec ChatGPT, c'est que ça va me challenger encore plus pour être meilleur, pour être beaucoup plus euh, con- dans ma logique de processus de travail, comment je vais l'utiliser. Ben, il va falloir que j'organise ma pensée pour l'introduire à un moment donné. Et non pas juste, ah ben super, le résultat, ben, c'est magnifique, là, il a tout compris, puis on y va. OK? Fait que là, la deuxième étape, je suis allée là beaucoup plus pour lui dire, OK, tu vas me générer une image. Tu as expliqué, tu as su qu'est-ce que ça voulait dire, ces images-là. Ben là, j'aimerais ça que tu ailles beaucoup plus loin, puis donne-moi une image plus percutante, plus immersive que Nick Brandt. OK? Fait que là, il m'a fait, il y a 2 mois, quand d'ailleurs je soumettais ça, parce que là, je n'étais pas sûre de résultat, je dis, bah, je vais essayer avant de soumettre mon papier, mon résumé. En février, il m'a soumis cette image. Si tu peux cliquer dessus, s'il te plaît. Ça, c'était en février. C'est dégueulasse. Là, j'ai dit, c'est quoi ça? J'ai écrit, là, j'étais tellement fâchée. J'ai dit, t'as rien compris. J'ai dit, t'as rien compris du tout. Ça, c'était il y a 2 mois. Mais rappelez-vous du chercheur. C'est surréaliste, c'est toujours le même style. En février, c'était comme ça. Or, vers je pense, début avril, ben, OpenAI a changé son algorithme pour les images. Puis là, ça travaille fort pour améliorer la qualité des images. Pourquoi? Parce qu'il y a l'industrie du jeu vidéo, qu'on le veuille ou non. Parce qu'il y a l'industrie du cinéma de synthèse. C'est ça qu'ils veulent approcher, eux. OK? C'est toujours la quantité et non la qualité, hein. Je veux le marché. Moi, je veux l'industrie. C'est pas, je veux pas le citoyen lambda qui s'essaye comme moi, toute seule, chez moi, à essayer de faire du Nick Brandt. Non, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est pas ça l'argent. Donc, ça, c'était donc il y a quelques jours. Regardez la différence. Ça, ça a complètement changé. Et c'est ça qui risque aussi d'être. Parce que ça a aussi encore plus un coût environnemental. Fait que là, quand il m'a affiché cette image-là, attends 2 petites secondes, j'ai dit, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ces deux-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Fait que là, j'ai cherché dans les images que je lui ai données. Pardon, puis si tu peux me donner la deuxième image. Puis en fait, je lui avais donné ces 3 images-là. Fait que vous voyez clairement, visuellement, qu'est-ce que ça veut dire un algorithme combiné. Un algorithme combiné, c'est je te donne 3 images, tu en gardes une qui est ton repère dans le style, c'est comme si tu avais comme une image. Puis après ça, tu combines les deux autres en essayant de, euh, comment dire, rapprocher les éléments qui sont pareils, tu les combines ensemble. C'est clairement mathématique, là, pas plus que ça. Si j'ai du bleu, je te mets du bleu parce que j'en ai deux du bleu. OK? Tout simplement. C'est pas plus que ça dans la réflexion. Ben, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, hey, ce personnage-là, il est là, il est là-bas. Ce personnage-là, il est là-bas. Puis encore plus, il m'a carrément changé la position de celui-là. C'est quand même fort. Donc là, c'est ça comment il travaille. On va passer, excuse-moi, là, j'aime bien être à côté de l'écran, c'est pour ça que je voulais une télécommande. Fait que là, je lui ai dit encore plus. Je veux encore plus. Mais là, il passait à quelque chose d'un peu plus pancarte, engagé. Bon, une minute, OK, on y va. Fait que c'est pas, on va dire, là, il revient un petit peu au classique, là, genre une pancarte, etc., mais ça n'a rien de Nick Brandt, là. Là, on voit vraiment qu'il est allé chercher de sa base de données, qu'est-ce qu'il a comme, par rapport à l'action climatique. Donc,
Il fait de la synthèse d'images, il fait du transfert de style, il génère des images dérivées d'algorithmes, il utilise le langage pour générer des images. Il y a vraiment une avancée incroyable. On va passer au suivant. Puis là, ben, je suis allée, je lui ai dit, OK, là, je vais pousser encore plus avec lui. Non, je lui ai fait travailler sur l'image, puis là, je lui ai donné carrément mon article. Tout. J'ai tout donné, donc. Fait que là, je lui ai dit, regarde, voici mon article. Comme c'est mon article, ben, s'il est piraté, ben, tant pis. Mais je voulais vraiment tenter le tout pour le tout. Puis là, je lui ai donné, puis je lui ai dit, refais-moi l'analyse. Sincèrement, là, c'est pas mal de l'ordre de ce que j'avais dans mon article. Donc, vraiment, il est allé synthétiser clairement les oppositions. Euh, il est allé plus en profondeur, mais il demeure que le côté affect n'est pas là. OK? De tout ce que j'ai lu, moi, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à traduire tout ce que j'ai lu au niveau du rapport GIEC, au niveau de Nick Brandt, comment il travaille, etc. Ça, c'est pas aussi. Mais par contre, au niveau de la description, ok, de l'iconographie, si on peut dire des images, il est allé quand même plus en profondeur. Vous avez vu ici, là, il me parle de récits pré-apocalyptiques. C'est vraiment lui, là. C'est vraiment son texte qu'il m'a donné, là. Fait que c'est vraiment très, très proche de ce que j'avais dans mon article, ce qui est quand même. Mais de ce qu'on comprend de là en tant que démarche, il faut que tu connaisses ton sujet, il faut que tu le documentes, il faut que tu ramasses ton contenu, il faut que tu écrives sur ton contenu si tu veux avoir une assistance. Tu peux à la limite avoir cette assistance-là. Donc, en conclusion préliminaire, on a vu un petit peu par cette démarche exploratoire, il y a trois mythes dans le fond en ce moment avec l'IA. C'est que le premier mythe, c'est que l'IA est créative. On essaie de nous dire ça. Vous vous rappelez, au début, je vous ai dit, il y a deux mythes au début quand le numérique est arrivé. Le mythe de l'immatérialité. Ils ont tout fait pour nous cacher la matérialité du numérique. Puis aussi du village global, c'est-à-dire qu'on pourra connecter. Ça, si vous vous rappelez, là, quand le numérique est arrivé, c'est tu es chez toi, mais tu voyages, tu peux voir tout l'autre pays. C'est vraiment l'idée de globalisation, de village global, etc. Ben, avec l'IA, c'est les trois mythes en ce moment qu'on doit justifier que c'est pas vrai. Tout simplement. Il faut faire des expériences, il faut explorer pour dire, c'est pas vrai que l'IA est créative, OK? Elle inclut du texte, etc. Mais, c'est des analogies statistiques complexes. Il va falloir qu'on se le dise et qu'on se le répète, comme que le numérique est matériel. Il y a des serveurs, etc. Deuxième élément, que l'IA générative va remplacer le créatif. Ça te fait gagner du temps, puis toutes les affaires, ça, c'est en train de circuler, surtout dans le domaine du cinéma et du jeu vidéo. Hmm, pas sûr que ça. Ça m'a pris beaucoup de temps. Amir, il l'a dit aussi. Ça m'a pris beaucoup de temps de faire ça. C'est beaucoup d'essais-erreurs. C'est beaucoup de travail de mon côté. Je ne sais pas encore c'est quoi la plus-value que ça m'apporte, les résultats que ça m'a donné, parce que mon article était fini, là. Ça a été envoyé, OK? Fait que j'ai rien utilisé de ça. Donc, est-ce que ça amplifie la créativité humaine? Point d'interrogation. Je ne suis pas sûre que ça. Du tout. Troisièmement, l'IA générative ne sera pas utilisée par les créatifs, dans le sens que ça facilite les processus créatifs et c'est des assistants, en fait, de talent, etc. Ça aussi, je ne suis pas sûre que peux-tu être un assistant d'un créatif? Tu auras juste un moyen d'automatiser certaines tâches, un peu comme pour ceux qui utilisent Photoshop. OK? Quand on a eu le bouton script en Photoshop, moi, je me rappelle, là, je sautais de joie parce que j'avais la possibilité d'automatiser des retouches d'images, d'une multitude d'images. Je faisais à un moment donné, avec mon doctorat en cinéma, je faisais un film de cinéma d'animation, puis avec ce bouton script, j'avais la possibilité de lui dire, tu recadres, tu mets ce filtre, tu fais ça, puis je clique sur le bouton, je m'en vais faire mes courses, puis les 1500 images, lui, il va me les retoucher.
Donc, c'est de l'automatisation. Il faut juste comprendre comment travailler avec l'IA pour automatiser certaines tâches. Et donc, je finirai avec la citation dernièrement je ne sais pas si vous l'avez vu, dans Ficha Immersive. Je vous invite vraiment à vous inscrire à cette revue qui est exceptionnelle en matière d'IA, Ficha Immersive, de Ninan Davis, qui dit en fait, ce que je défends, c'est une distinction fondamentale entre ce qu'on appelle la créativité combinatoire, exploratoire, donc ce que je vous ai montré, et ce qu'on appelle la créativité transformationnelle. Elle dit l'IA en l'état n'a ni subjectivité, n'a ni affect, n'a ni vécu. Même si, en fait, elle se base sur notre vécu. Mais ça lui donne pas quand même le rôle ou le titre qu'elle a un vécu. Donc, elle génère, mais elle ne choisit pas. Elle juxtapose, mais elle ne signifie pas. Ça, c'est très important. À partir du moment que là, on prend cette conscience-là, on s'éloigne du déterminisme technologique. On s'éloigne de l'idée que l'IA va nous remplacer puis toutes les affaires. Comme ils l'ont dit pour le cellulaire, comme ils l'ont dit pour... Je pense qu'il faut comme juste la placer à une étape de ton processus de travail, puis d'être conscient comment tu vas travailler avec. Ça s'inscrit donc, on vient d'avoir, je suis dans la chaire IA et numérique francophone, on vient d'avoir une subvention CRSH pour 3 ans, qui est donc de travailler avec tous les artistes, puis j'invite les artistes à me contacter parce qu'on va faire en fait Québec, Ontario, ton côté à toi aussi, là? Ouais, Nouveau-Brunswick. On va aller sur le terrain pour analyser toutes les pratiques culturelles, artistiques des IA, avec les IA génératives, pour par la suite, parce qu'on vient d'avoir aussi le hockey du gouvernement de Québec, on vient d'avoir une autre subvention que le gouvernement, à la suite de ce terrain-là, nous demande de lui faire le livre blanc pour mettre en place les politiques.